Imaginez un monde où lire dans les pensées n'est plus de la science-fiction, mais une réalité troublante du passé. Alors, nous sommes en 1932, au cœur de Paris. Et soudainement, un homme émerge, connu sous le nom du fakir birman, prétendant posséder des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain. Alors, est-ce que c'était un visionnaire, un maître de l'illusion, ou le protagoniste d'une des plus grandes arnaques de l'histoire moderne? Plongeons ensemble dans le récit fascinant de l'arnaque du fakir birman. Dans l'ennui, venez à lui. Lui, c'est le fakir birman. Le fakir birman, c'est un physique inoubliable. C'est un turban blanc immaculé, un profil d'aigle, aux pommettes rugueuses et au train fin, un visage dur, et au milieu, des yeux perçants. Et ces yeux, mais c'est un regard qui voit au-delà du visible, des yeux qui transpercent le corps, des yeux qui voient l'âme, ses tourments et tous ses secrets. Et le fakir birman, c'est aussi une causerie radiophonique dans le poste de TSF toutes les semaines. Impossible de lui échapper, il est à la radio, à la une des journaux, c'est la superstar du moment. Il se produit lors de grands spectacles et devient de plus en plus populaire. Il affirme avoir rencontré plus de 500 000 clients. Vous avez un problème d'argent? Le fakir birman vous enverra par courrier les numéros gagnants du loto. Problème d'adultère? Oubliez les détectives, car le fakir birman vous donnera la bonne réponse. Mais un jour, lors d'un de ces grands spectacles de music-hall, un véritable scandale va éclater. Devant des milliers de spectateurs, le fakir birman s'adresse à une femme dans l'assistance. « Madame, fermez vos yeux, concentrez votre pensée sur le sujet qui vous préoccupe. Je vais vous dire la vérité. Votre mari vous trompe. Il vous trompe avec une femme brune, jeune, jolie, et qui toute la journée travaille à ses côtés. » Alors là, l'assistance est stupéfaite, elle est intriguée et aussi un peu amusée. Le fakir birman dit-il la vérité? La spectatrice veut en avoir le cœur net. Et au bout d'une brève enquête, elle finit par surprendre son mari, chef d'orchestre, en flagrant délit avec sa pianiste. Alors, le mari découvert décide d'attaquer devant la justice le fakir birman pour avoir dévoilé son infidélité devant 3000 personnes. Pour le fakir birman, accompagné de son inséparable manager, c'est une occasion en or. La plaidoirie a eu lieu le 5 février 1932, devant le juge de paix du 16e arrondissement. Le verdict est rendu une semaine plus tard, et le fakir birman est acquitté. Aucune faute n'a pu lui être imputée parce qu'en fait, il n'a fait que dire la vérité. Alors, pour le fakir birman, c'est la consécration, il a vu l'invisible et la justice n'a pu que confirmer les faits. Alors, mais pourtant son pouvoir est-il réel ou fictif? Le fakirisme a mauvaise presse. Les esprits rationnels cherchent à dénoncer des manipulations psychologiques. Et puis d'un seul coup, en 1937, coup de théâtre. Dans les journaux, une grande enquête dénonce publiquement les trafiquants de mystères. Alors dans le lot, on va trouver des guérisseuses, des voyants, des mages, des devins et des fakirs. Et surtout, le système journalistique qui vit et qui encourage le mouvement au travers des revenus publicitaires. Alors, suite à ces révélations accablantes, la justice ne reste pas inactive. Les mages et les autres fakirs sont inculpés pour leurs mensonges et leurs manipulations. La charrette des fakirs, c'est le nom que lui a donné la presse. Donc cette charrette des fakirs se présente devant le juge pour pouvoir répondre de leurs actes. Le fakir birman ne peut plus échapper à son destin. Il est démasqué. Et à la stupéfaction générale, on découvre qu'il ne s'agissait pas d'une seule personne. C'était un duo composé de Sarim Maksoudian et Charles Fossé. Sarim, c'est le visage de l'arnaque. Choisi pour son physique inoubliable, c'est le corps du fakir birman. Charles, quant à lui, c'était le cerveau, celui qui jouait le rôle du manager. Originaire de Saint-Étienne, il utilise les techniques de communication les plus modernes et il a embauché jusqu'à 50 personnes pour assurer le secrétariat du fakir birman. Il aurait accumulé jusqu'à 50 millions de francs de l'époque. Et c'est en 1938 que la supercherie devient évidente. La justice le rattrape,
Charles Fossé est condamné à 3000 francs d'amende et Sarim Maksoudian à 1000 francs. Cette condamnation marque la fin du personnage fictif du fakir birman. Charles Fossé publiera ses mémoires en 1946 et finalement il mettra fin à ses jours 6 ans plus tard. Le fakir birman, quant à lui, il continuera d'exister quand même comme figure symbolique de tous les faux fakirs et des autres charlatans et il fera des apparitions ponctuelles en littérature, dans les chansons et même au cinéma. Et le fakir birman, mais c'était aussi la volonté de croire des victimes et c'est précisément ça qui l'a rendu éternel.